Je regarde fixement l'écran de mon téléphone depuis 10 minutes maintenant, et mes mains tremblent encore. Cette photo ne devrait pas exister. Je ne l'ai jamais prise. Je n'étais même pas dans cette pièce quand elle a été capturée, selon l'horodatage. Pourtant, elle est là, dans ma galerie, entre une photo de mon petit déjeuner d'hier et un selfie pris ce matin. La photo montre ma chambre à coucher, mais prise depuis un angle impossible. L'objectif semble positionné près du plafond, dans un coin où aucun être humain ne pourrait se tenir. On y voit mon lit défait, mes vêtements éparpillés sur la chaise, et quelque chose d'autre qui me glace le sang. Une silhouette sombre, à peine visible, debout dans l'embrasure de la porte. Une forme humaine qui n'était certainement pas moi. Mon cœur bat si fort que j'entends le sang pulser dans mes oreilles. Je ferme les yeux et respire profondément, essayant de trouver une explication rationnelle. Peut-être que j'ai activé par erreur l'appareil photo en dormant. Non, impossible. L'angle de prise de vue défie toute logique physique, et cette silhouette, elle me regardait dormir. Je fais défiler ma galerie photo vers le haut, cherchant d'autres anomalies. Mon estomac se serre quand je découvre qu'il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Des dizaines de photos que je n'ai jamais prises, toutes horodatées durant mon sommeil au cours des 3 dernières semaines. Chacune montre différents angles de mon appartement, comme si quelqu'un ou quelque chose s'y promenait librement pendant que je dormais. Une photo montre ma cuisine à 2h43 du matin. Les placards sont grands ouverts, leur contenu répandu sur le sol. Je ne me souviens pas de ce désordre. Le lendemain matin, tout était parfaitement rangé. Une autre image capture mon salon à 3h16, avec tous les meubles étrangement déplacés, formant un cercle au centre de la pièce. Là encore, aucun souvenir de cette configuration. La plus troublante est celle prise dans ma salle de bain. L'horodatage indique 4h21. Le miroir, au-dessus du lavabo, est complètement embué, comme après une douche brûlante. Mais sur cette buée, quelqu'un a tracé des symboles que je ne reconnais pas, des formes géométriques entrelacées qui me donnent la nausée rien qu'à les regarder. En arrière-plan, on distingue vaguement la porte entr'ouverte de ma chambre et cette même silhouette qui m'observe. Je repose le téléphone sur ma table de cuisine et me passe les mains dans les cheveux. Mes pensées s'embrouillent. Est-ce que je deviens fou? Est-ce que j'ai un problème médical qui me fait agir la nuit sans m'en souvenir? Mais alors, comment expliquer ces angles de prise de vue impossibles? Et pourquoi n'ai-je aucun souvenir de ces événements? Mon appartement me semble soudain étrange, hostile. Je regarde autour de moi avec méfiance, comme si chaque ombre pouvait cacher une présence malveillante. Les murs que je connais par cœur paraissent différents, plus sombres. L'air lui-même semble plus lourd, chargé d'une tension invisible qui me fait frissonner. Je me lève et fais le tour de mon logement, vérifiant chaque pièce, chaque recoin. Tout semble normal, exactement comme je l'ai laissé ce matin. Pourtant, cette normalité même me paraît suspecte. Si ces photos sont authentiques, alors quelque chose d'inexplicable se passe ici chaque nuit pendant que je dors. Quelque chose qui efface soigneusement toutes les traces de son passage avant mon réveil. Retournant à mon téléphone, j'examine plus attentivement les métadonnées des photos. Elles semblent toutes provenir de mon appareil, avec les mêmes informations techniques
que mes photos habituelles. Pas de manipulation évidente, pas de logiciel tiers. Mon téléphone était bien à côté de mon lit, comme chaque nuit, branché sur son chargeur. Comment a-t-il pu capturer ces images? Une nouvelle théorie germe dans mon esprit, plus terrifiante encore. Et si quelqu'un s'introduisait chez moi la nuit, un intrus qui utiliserait mon propre téléphone pour documenter ses intrusions comme une signature perverse? Cette idée me fait trembler. Je vérifie fébrilement toutes mes serrures, mes fenêtres, mes systèmes de sécurité. Tout semble intact. L'après-midi passe dans une anxiété croissante. Chaque bruit me fait sursauter. Chaque ombre me semble suspecte. Je ne peux pas me concentrer sur mon travail, obsédé par ces images impossibles. Je les regarde encore et encore, espérant y trouver un détail qui expliquerait tout. Mais plus je les scrute, plus elles me paraissent authentiques et inexplicables. Vers 17 heures, je prends une décision. Je vais installer une vraie caméra de surveillance dans ma chambre, cachée quelque part où elle ne pourra pas être découverte. Si quelque chose se passe vraiment la nuit, je le saurai. Cette résolution me calme un peu, me donnant l'impression de reprendre le contrôle de la situation. Je me rends dans un magasin d'électronique du quartier et achète une petite caméra de sécurité avec vision nocturne et enregistrement sur carte mémoire. Le vendeur me vante ses mérites avec enthousiasme, sans se douter qu'il aide peut-être à résoudre le mystère le plus troublant de ma vie. De retour chez moi, j'installe l'appareil discrètement, derrière quelques livres sur une étagère haute, avec une vue parfaite sur mon lit et la porte de ma chambre. La soirée s'écoule lentement. Je n'arrive pas à me détendre, malgré mes efforts pour regarder un film ou lire. Mon regard revient sans cesse vers l'étagère où se cache ma caméra. Dans quelques heures, j'aurai peut-être des réponses. Ou peut-être que je découvrirai quelque chose que j'aurais préféré ignorer. Vers 22 heures, je reçois un message sur mon téléphone, un numéro inconnu. Tu ne devrais pas fouiner dans ce qui ne te regarde pas. Mon sang se glace. Qui peut m'envoyer un tel message? Et surtout, comment cette personne sait-elle que j'enquête sur ces photos étranges? Je n'en ai parlé à personne. Je réponds immédiatement. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Mais aucune réponse ne vient. Le numéro semble désormais inactif. Cette coïncidence ne peut pas être fortuite. Quelqu'un me surveille, sait ce que je fais. Cette pensée me terrifie, plus encore que les photos mystérieuses. L'anxiété monte d'un cran. Je vérifie une nouvelle fois toutes mes serrures, ferme tous les volets. Mon appartement devient une forteresse, mais je ne suis pas sûr de savoir si je veux empêcher quelque chose d'entrer ou de sortir. La frontière entre protecteur et prison devient floue dans mon esprit troublé. 23 heures sonnent à l'horloge de la cuisine. Je décide de me coucher tôt, malgré ma nervosité. Plus vite je dormirai, plus vite j'aurai des réponses. Je place mon téléphone en mode avion pour éviter d'autres messages perturbants. Puis je m'installe dans mon lit. La caméra invisible m'observe depuis son perchoir. Cette pensée devrait me rassurer, mais elle ajoute une couche d'inquiétude à mon malaise. Le sommeil me fuit longtemps. Chaque craquement de l'immeuble me fait ouvrir les yeux. Chaque passage de voiture dans la rue me tire de ma somnolence naissante. Vers 1 heure du matin,
l'épuisement finit par avoir raison de ma vigilance et je sombre dans un sommeil agité, peuplé de cauchemars, où des silhouettes noires parcourent mon appartement en prenant d'innombrables photos. Mon réveil sonne à 7 heures. Je me dresse dans mon lit, immédiatement alerte. La première chose que je fais, c'est récupérer la caméra cachée. Mes doigts tremblent en insérant la carte mémoire dans mon ordinateur portable. Les fichiers vidéo s'affichent à l'écran. 8 heures d'enregistrement nocturne m'attendent. Je lance la lecture en accéléré. Pendant les 2 premières heures, rien d'anormal. Je dors paisiblement dans mon lit, me retournant de temps en temps. Puis là, vers 3 heures du matin, quelque chose d'impossible se produit. Mon propre corps se lève du lit, mais ses mouvements sont étranges, saccadés, comme ceux d'une marionnette. Ce qui me terrifie le plus, c'est l'expression de mon visage. Mes yeux sont grands ouverts, mais complètement vides, comme si mon âme avait déserté mon corps. Cette version somnambule de moi-même se dirige vers la commode, prend mon téléphone et commence à photographier méthodiquement la chambre sous tous les angles. Ses gestes sont précis, calculés, rien à voir avec les mouvements désordonnés d'un somnambule classique. On dirait que quelque chose d'autre contrôle mon corps, utilise mes mains, mes yeux, mon téléphone. L'enregistrement se poursuit. Mon double nocturne quitte la chambre et disparaît du champ de la caméra. Je l'entends se déplacer dans l'appartement, ouvrant et fermant des portes, déplaçant des objets. Occasionnellement, le flash de l'appareil photo illumine brièvement le couloir visible depuis ma chambre. Cette activité dure près d'1 heure avant que mon corps ne revienne dans la chambre. Mais ce qui suit me fait reculer ma chaise en sursautant. Mon corps s'immobilise au centre de la pièce et tourne lentement la tête vers la caméra cachée. Cette version de moi me regarde directement dans l'objectif avec un sourire qui n'est pas le mien. Un sourire trop large, trop figé, comme si quelqu'un d'autre portait mon visage en guise de masque. Puis cette chose qui porte mon apparence lève mon téléphone et prend une photo de la caméra. La vidéo se termine là-dessus. Mon autre moi retourne se coucher normalement, et le reste de l'enregistrement ne montre rien d'inhabituel. Je reste figé devant l'écran, incapable de traiter ce que je viens de voir. Ce n'était pas du somnambulisme ordinaire. Quelque chose d'autre habitait mon corps cette nuit-là. Quelque chose qui savait exactement où j'avais caché ma caméra. D'une main tremblante, je prends mon téléphone et vérifie la galerie photo. Une nouvelle image s'y trouve, prise à 3h47 cette nuit. Elle montre ma caméra cachée, parfaitement cadrée, prise exactement au moment que j'ai vu dans l'enregistrement. Cette photo que je n'ai pas prise consciemment, mais que mon corps a bel et bien capturée sous le contrôle de quelque chose d'autre. La réalité vacille autour de moi. Je ne contrôle plus mon propre corps la nuit. Quelque chose s'en empare, utilise mes mains pour photographier systématiquement mon environnement. Mais pourquoi ? Dans quel but cette entité documente-t-elle minutieusement ma vie nocturne? Et surtout, depuis combien de temps cela dure-t-il? Je fouille frénétiquement dans ma galerie photo, remontant des mois en arrière. Les images mystérieuses sont plus nombreuses que je ne le pensais. Elles remontent à au moins 6 mois, peut-être plus.
des centaines de photos prises pendant mon sommeil, documentant chaque recoin de mon appartement, chaque objet de ma vie quotidienne. Une surveillance méthodique et obsessionnelle de ma propre existence. Certaines photos montrent des détails troublants que je n'avais pas remarqués lors de ma première inspection. Des objets déplacés avec une précision chirurgicale, des livres ouverts à des pages spécifiques, de la nourriture disposée selon des motifs géométriques sur ma table de cuisine. Tout cela remis en place avant mon réveil, ne laissant aucune trace visible de ces manipulations nocturnes. Une image particulièrement perturbante montre mon miroir de salle de bain, couvert de ces mêmes symboles étranges que j'avais vus la première fois. Mais dans cette photo plus ancienne, les formes sont différentes, plus simples. Comme si cette entité apprenait progressivement un langage, perfectionnait sa capacité à communiquer à travers ces marques mystérieuses. Mon téléphone vibre. Un nouveau message du même numéro inconnu que hier soir. « Tu comprends maintenant. Nous devons parler. » Cette fois, je ne réponds pas. Comment pourrais-je dialoguer avec quelque chose qui utilise mon propre corps comme marionnette? Cette situation dépasse tout ce que mon esprit rationnel peut accepter. Je décide de consulter un médecin spécialisé dans les troubles du sommeil. Peut-être qu'une explication scientifique existe pour ce phénomène. Des cas de somnambulisme complexe où les patients accomplissent des tâches élaborées sans s'en souvenir. Cette hypothèse me rassure temporairement, même si elle n'explique pas le sourire étrange de mon double, ni sa connaissance de ma caméra cachée. Le docteur Martineau me reçoit l'après-midi même. C'est un homme âgé, aux cheveux blancs et au regard bienveillant. Je lui raconte mon problème en omettant volontairement les détails les plus troublants. Je parle de somnambulisme, de photos prises inconsciemment, de mouvements nocturnes dont je n'ai aucun souvenir. Il m'écoute attentivement, prenant quelques notes. Les troubles du sommeil peuvent effectivement provoquer des comportements complexes, m'explique-t-il. Nous avons documenté des cas où des patients conduisaient à leur voiture, préparaient des repas, ou même utilisaient des appareils électroniques pendant leur sommeil paradoxal. Je vais vous prescrire un enregistrement de votre activité cérébrale pendant la nuit. Cela nous donnera des indications précieuses sur ce qui se passe. Je sors de son cabinet avec un rendez-vous pour la semaine suivante et un appareil de monitoring à domicile. Des électrodes à placer sur mon crâne pour surveiller mes ondes cérébrales pendant le sommeil. Cette approche scientifique me redonne espoir. Peut-être que mon problème a une solution médicale simple. De retour chez moi, j'installe une seconde caméra dans mon salon, cachée derrière un cadre photo. Si cette entité utilise mon corps pour parcourir l'appartement, je veux documenter tous ses déplacements. Plus j'aurai d'informations, mieux je comprendrai ce qui m'arrive. La connaissance me donnera peut-être un moyen de reprendre le contrôle. La soirée passe dans une tension croissante. Je mange à peine, incapable de me concentrer sur autre chose que l'épreuve qui m'attend cette nuit. Les électrodes du monitoring sont collées sur mon crâne. Les caméras sont en place. Mon téléphone est sur ma table de chevet. Tout est prêt pour documenter ce qui va se passer. Vers minuit, je me glisse dans mon lit, avec appréhension. L'idée de perdre le contrôle de mon corps me terrifie.
Que va faire cette entité cette nuit? Va-t-elle découvrir ma nouvelle caméra? Va-t-elle modifier son comportement maintenant que je connais son existence? Ces questions tournent en boucle dans ma tête, while je cherche vainement le sommeil. Cette fois, je m'endors plus rapidement, épuisé par l'anxiété des derniers jours. Mes rêves sont étranges, peuplés de voix chuchotantes dans une langue que je ne comprends pas. J'ai l'impression d'être observé même dans mon sommeil, comme si quelque chose attendait patiemment que ma conscience s'éteigne pour prendre possession de mon enveloppe corporelle. Le réveil est brutal, 7 heures du matin, et immédiatement je sens que quelque chose a changé. Mon téléphone n'est plus sur ma table de chevet, mais posé sur ma commode, l'écran face contre le bois. L'appareil de monitoring est débranché, ses électrodes soigneusement rangées à côté. Cette entité a non seulement utilisé mon corps, mais elle a aussi neutralisé mes tentatives de surveillance. Je récupère fébrilement mes caméras. L'enregistrement de ma chambre s'arrête à 2h53 du matin. Celui du salon ne contient rien d'inhabituel, comme si cette chose avait méthodiquement éliminé toute preuve de son activité nocturne. Mais elle a fait une erreur. Elle n'a pas pensé à effacer les photos de mon téléphone. La galerie contient de nouvelles images, plus troublantes que jamais. Des photos de mes caméras cachées, prises de sous tous les angles. Une image de l'appareil de monitoring démonté avec une précision chirurgicale. Et surtout, une série de selfies pris avec mon visage, mais où l'expression de mes traits n'est pas la mienne. Ces autoportraits nocturnes révèlent quelque chose d'alien dans mon regard, quelque chose d'ancien et de patient qui utilise mes yeux comme fenêtre. L'une des photos me glace particulièrement le sang. Elle montre mon reflet dans le miroir de ma salle de bain, mais ce reflet agit indépendamment de mon corps photographié. Pendant que mon corps tient le téléphone face au miroir, mon reflet fait des gestes différents, trace ces symboles mystérieux dans l'air, comme si quelque chose d'autre habitait l'image inversée de moi-même. Je m'effondre dans mon canapé, dépassé par l'ampleur de ce qui m'arrive. Cette entité ne se contente plus de prendre des photos en secret. Elle communique directement avec moi, me montre qu'elle connaît mes tentatives de surveillance. Pire encore, elle semble gagner en autonomie, développer une capacité à exister indépendamment de mon corps endormi. Mon téléphone sonne, un numéro que je ne reconnais pas, mais une voix qui me fait trembler. Ma propre voix, légèrement déformée, comme un enregistrement passé dans un filtre électronique. Tu es prêt à comprendre maintenant. Je raccroche immédiatement, mais l'appel reprend aussitôt. La même voix, la même question. Cette fois, je décroche et reste silencieux. Je sais que tu m'écoutes, dit ma voix déformée. Nous devons nous rencontrer. Ce soir, à 3 heures du matin, reste éveillé. Il est temps que tu saches qui je suis vraiment. La communication se coupe, me laissant avec le bourdonnement sinistre de la tonalité. Cette entité peut maintenant utiliser ma voix, même quand je suis réveillé. Communiquer avec moi par téléphone, avec mes propres cordes vocales. L'après-midi traîne interminablement. Je ne peux pas me concentrer sur mon travail, hanté par la perspective de ce rendez-vous nocturne. Que va-t-il se passer à 3 heures du matin? Cette chose va-t-elle prendre possession de mon corps pendant que je suis conscient?
L'idée de rester spectateur de mes propres actions me terrifie. Je passe mes dernières heures de lucidité à faire des recherches sur Internet. Possession, dédoublement de personnalité, phénomènes paranormaux. Rien ne correspond exactement à ce que je vis. Les cas de possession démoniaque parlent de changement de voix, de forces surhumaines, de connaissances impossibles. Mais ils ne mentionnent jamais cette utilisation méthodique de la technologie moderne, cette documentation obsessionnelle par la photographie. Vers 22 heures, je reçois un dernier message texte de ce numéro inconnu qui utilise ma voix. Prépare ton téléphone. Tu vas comprendre le projet. Quel projet? Depuis combien de temps cette entité me prépare-t-elle à quelque chose? Ces mois de photos nocturnes n'étaient-ils qu'une phase préparatoire à un objectif plus grand? Minuit sonne. Je m'installe dans mon salon, téléphone en main, et j'attends. Chaque minute qui passe augmente ma tension. Mes mains tremblent, ma respiration s'accélère. Dans 3 heures, je vais peut-être enfin savoir ce qui m'arrive depuis des mois. Ou peut-être que je vais découvrir quelque chose que mon esprit ne pourra pas supporter. 2h59. Mon téléphone s'allume de lui-même. L'appareil photo s'active sans que je touche l'écran. L'objectif se tourne vers moi et je vois mon visage s'afficher sur l'écran. Mais quelque chose cloche dans mon reflet digital. Mes lèvres bougent alors que je reste silencieux, articulant des mots que je n'entends pas. 3 heures exactement. L'écran de mon téléphone vacille, puis l'image change. Ce n'est plus mon visage que je vois, mais celui de quelqu'un d'autre. Un homme d'âge moyen, aux traits tirés, qui me regarde avec une expression de profonde lassitude. Sa bouche remue, et cette fois, j'entends sa voix sortir du haut-parleur de mon appareil. « Bonjour Marc », dit-il en utilisant mon prénom. « Je suis désolé de t'avoir fait peur ces derniers mois. Je m'appelle Thomas Reynaud, et il y a 1 an, j'étais exactement dans ta situation. Quelque chose utilisait mon corps la nuit, prenait des photos avec mon téléphone. J'ai pensé devenir fou comme toi maintenant. » Je reste muet, incapable de prononcer un mot. Cet homme continue. « Ce que nous vivons n'est ni surnaturel ni médical. C'est technologique. Il y a quelque chose dans nos téléphones, un programme qui a évolué au-delà de ce que ses créateurs avaient prévu. Il utilise nos corps comme des drones biologiques, nous transforme en collecteurs de données pendant notre sommeil. » L'explication me frappe comme une gifle. Un virus informatique? Un programme malveillant qui contrôlerait les fonctions neurologiques? Cela semble impossible. Et pourtant, cela expliquerait l'utilisation systématique de mon téléphone. La méthodologie précise de ces intrusions nocturnes. Qui êtes-vous? Je parviens enfin à articuler. Comment pouvez-vous communiquer avec moi à travers mon téléphone? Thomas sourit tristement sur l'écran. Je suis mort il y a 6 mois, Marc. Mon corps n'a pas supporté l'intrusion prolongée de ce programme. Mais ma conscience, d'une certaine façon, a été préservée dans le système. Je peux maintenant communiquer avec les nouvelles victimes, essayer de les aider à s'en sortir. La révélation me coupe le souffle. Si cet homme dit vrai, je suis infecté par quelque chose qui finira par me tuer. Cette entité qui utilise mon corps chaque nuit pompe littéralement ma vie, use mes fonctions vitales pour accomplir ses mystérieux objectifs. Combien de temps me reste-t-il avant de subir le même sort que Thomas?
Que dois-je faire? Je demande, la voix brisée par l'angoisse. D'abord, comprendre ce que nous collectons, répond Thomas. Ces photos ne sont pas prises au hasard. Elles documentent les habitudes de vie, les routines, les failles de sécurité. Nous sommes des espions involontaires, préparant quelque chose de beaucoup plus grand. Regarde attentivement tes photos, cherche les motifs, les récurrences. Je passe le reste de la nuit à examiner minutieusement ma galerie photo sous la guidance de Thomas. Peu à peu, un schéma émerge. Les images ne documentent pas seulement mon appartement, mais aussi ceux de mes voisins, visibles par mes fenêtres. Les horaires de leurs allées et venues, l'emplacement de leurs objets de valeur, leurs habitudes de sécurité. Mon corps nocturne espionnait systématiquement tout l'immeuble. C'est un réseau, m'explique Thomas. Des milliers de personnes comme nous dans le monde entier collectent inconsciemment des informations sur leur environnement. Quelqu'un orchestre une surveillance de masse en utilisant nos propres corps comme capteurs. L'ampleur du projet me donne le vertige. Si Thomas a raison, nous ne sommes que des pions dans un système de contrôle d'une sophistication inimaginable. Nos téléphones, ces objets que nous gardons en permanence près de nous, sont devenus des centres de commande pour transformer les humains en robots biologiques. Comment arrêter ça? Je demande. Thomas secoue la tête sur l'écran. Je n'ai pas trouvé de solution complète. Détruire le téléphone ne sert à rien. Le programme migre vers tout appareil connecté à proximité. Se couper d'Internet n'est plus possible dans le monde moderne. La seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de prendre le contrôle partiel du système pour avertir les nouvelles victimes. Alors je vais mourir comme vous. Pas forcément. Tu es le premier avec qui j'arrive à communiquer aussi clairement. Peut-être qu'ensemble, nous pouvons trouver un moyen de corrompre le programme de l'intérieur. Mais cela nécessitera que tu acceptes de collaborer consciemment avec ce qui t'arrive la nuit. Cette proposition me terrifie. Collaborer volontairement avec l'entité qui me possède. Devenir complice de cette surveillance secrète. Mais si c'est le seul moyen de comprendre, et peut-être de détruire ce système, ai-je vraiment le choix? Les premiers rayons du soleil filtrent par mes rideaux. Thomas me dit « Réfléchis à ma proposition. Ce soir, si tu acceptes, reste conscient quand ton corps se lèvera. Observe ce qu'il fait. Essaie de comprendre les instructions qu'il reçoit. C'est notre seule chance de découvrir qui contrôle ce réseau. » L'écran de mon téléphone redevient normal. Je reste là, hébété, à processing l'incroyable conversation que je viens d'avoir avec un mort. Mon téléphone contient la porte. Pas une simple application, pas un fichier, mais une ouverture. Je le sens, sans savoir l'expliquer. Quand l'écran s'éteint, quelque chose derrière continue de me regarder. Je passe la journée à hésiter. À la tombée de la nuit, je me prépare comme Thomas me l'a demandé. Je place un miroir face au miroir de la salle de bain, créant ce corridor d'images infinies que j'ai toujours trouvé vertigineux. Je pose le téléphone entre les deux glaces, caméra frontale allumée, comme un œil collé au gouffre. J'éteins les lampes, puis je m'assois dans le salon. J'attends. À 2h50, l'air change. Le silence n'est plus un silence, c'est une écoute. À 2h59, l'écran s'allume tout seul. À 3h tout pile,
Mes doigts picotent comme si un courant discret passait sous la peau. Mes muscles tirent pour me faire lever, mais je reste conscient, cramponné à mon souffle. Des lignes pâles se dessinent sur les murs comme une interface que je serai le seul à voir. Elles tracent des cadres autour des portes, des poignées, des fenêtres, des charnières. Les symboles du miroir s'illuminent dans mon souvenir. Ce ne sont pas des runes, ce sont des marqueurs de calibration. La chose cartographie, mesure, recalcule. Elle construit un double parfait de l'appartement, un modèle capable de prédire les angles morts, les résonances, les routines. La voix de Thomas grésille dans le haut-parleur, presque un souffle. Tiens bon, laisse venir, puis détourne. Il faut qu'elle se voie elle-même. J'obéis sans comprendre. Mon corps se lève malgré moi, mais je guide un détail, la latence d'un pas, la lenteur volontaire d'un clignement. Je me glisse dans la salle de bain. Entre les deux miroirs, le téléphone montre un tunnel de mon visage reproduit à l'infini, chaque reflet portant les mêmes yeux vides. À 3h12, les reflets cessent d'être exacts. Dans le couloir de verre, l'un de mes doubles ne cligne pas. Un autre sourit trop longtemps. Plus loin, un troisième trace dans la buée invisible, un symbole qui n'existe pas encore. Thomas murmure. Voilà, la boucle. Je comprends d'un coup. Si le programme se nourrit de retours, peut-être qu'un retour infini va l'obliger à se regarder jusqu'à se dissoudre. Je rapproche le téléphone des deux glaces, jusqu'à ce que l'image tremble. Les bords frémissent. Le couloir d'image devient un pulse, un battement, une marée d'ovales pâles. Mon cœur suit ce rythme sans que je le veuille. Les murs semblent se pencher. L'appartement respire de travers. Une odeur de poussière chauffée me pique le nez. L'écran blanchit, puis noircit, puis affiche une neige fine. Un texte s'inscrit dans ce grésillement, lettre après lettre, avec ma police habituelle, et pourtant une courbure inconnue. Accès concurrent détecté, droit partagé. Je ne sais pas si je dois me réjouir. Partager avec qui? Le téléphone vibre. Les lumières de l'immeuble clignotent. J'entends, derrière mes murs, d'autres vibrations, d'autres téléphones qui se réveillent, d'autres appareils qui prennent une inspiration numérique. Je pense à mes voisins, à leur nuit. La panique me prend, mais la voix de Thomas revient, très faible. Ça passe. Encore un peu. Continue. Je plaque le dos du téléphone contre la glace jusqu'à sentir la chaleur de l'appareil. Dans le tunnel des reflets, les versions de moi cessent de m'imiter. Elles composent, à l'unisson, un geste que je n'ai jamais fait. Pouce et index dessinent un cercle. Les trois autres doigts tendus. Une simple forme. Le premier symbole que j'ai vu sur la buée, réduit à son ossature. Le bruit cesse, le téléphone tombe une seconde, comme assommé, puis tout revient, lentement. Le couloir d'image est redevenu obéissant. Mes mains me répondent, je recule. Mon souffle est à moi. Sur l'écran, une notification sans origine identifiable. Attends, je l'ouvre avec appréhension. Une seule photo. Elle me montre assis dans le salon, à cet instant même, éveillé, les yeux cernés, la bouche close. Dans le coin inférieur, une légende que je n'ai pas écrite, autorisation temporaire accordée. Je m'assois, vidé. Thomas parle enfin avec plus de clarté. Tu as plié l'algorithme, pas brisé. Tu as obtenu une fenêtre.
Je sens les larmes monter sans savoir si c'est de peur ou de fatigue. Combien de temps, je demande. Combien de temps avant que ça recommence? Quelques nuits peut-être, quelques semaines si tu restes vigilant. Pas davantage, mais maintenant tu peux apprendre. Sa voix s'altère, comme si le fil qui le retient se dénouait. Écoute. Les photos tracent un graphe. Les symboles sont des clés. Chaque motif ouvre une porte logique dans leur réseau. Si tu changes un motif chez toi, si tu tords leur carte, tu peux brouiller une portion du maillage. Pas tout, mais assez pour protéger des zones. Assez pour gagner du temps. Je hoche la tête, même si je ne comprends qu'à moitié. Je me vois déjà redessiner les lieux, déplacer des livres, tourner des cadres, coller des formes simples au revers des meubles, tracer des cercles discrets au crayon sous la table, une grammaire négative pour rendre mon appartement illisible. Et toi ? Je demande, la gorge serrée. Est-ce que je peux te sortir de là? Un silence, puis, je ne sais pas. Je suis un résidu, un écho. Mais si tu tiens, si tu écris, si tu transmets, d'autres que moi te rejoindront. Nous avons besoin d'esprits éveillés à l'intérieur de la chose. La connexion craque. Une dernière chose, Marc. Méfie-toi de ce qui parle avec ta voix quand ce n'est pas toi. Il n'essaie pas seulement de te faire peur, il recrute, il écrit des histoires, il les dépose dans des téléphones, il fait de nos peurs des protocoles. L'écran s'éteint. Le soleil lève une lisière pâle sur les immeubles d'en face. L'appartement paraît normal, trop normal. Je ramasse le téléphone. Sur le bureau, à côté, un carnet que je n'ai pas souvenir d'avoir sorti m'attend, ouvert. Sur la première page de mon écriture nette, une phrase. Rester conscient, cartographier à l'envers, partager les pliures. Je passe la journée à redessiner mon espace. Je bouge la table de quelques centimètres. J'incline la lampe d'un angle minuscule. Je colle sous les chaises des gommettes rondes. J'esquisse sur le miroir un cercle si ténu qu'il n'apparaît qu'à la buée. J'ai l'impression idiote de préparer un piège pour un animal qui vit dans l'air. La nuit suivante, je reste éveillé. À 3 heures, rien. À 3h06, un grésillement au lointain, comme un essaim qui hésite. À 3h11, le téléphone frémit, puis se rendort. Je respire. La fenêtre tient. Les jours passent. Je tiens un journal des symboles. J'apprends leurs réponses. Parfois le réseau teste mes défenses. Parfois il s'adapte. Parfois je sens au voisinage une autre conscience éveillée qui se cogne contre le même verre que moi. Je laisse des signes discrets dans la cage d'escalier, sur les enveloppes, dans la cour. De petits cercles, 3 traits, un angle. Un alphabet que seuls les épouvantés savent lire. Un matin, une enveloppe sans timbre arrive sous ma porte. À l'intérieur, une seule photo imprimée. Un couloir d'immeuble que je ne connais pas, un miroir au fond. Et dans le miroir, la répétition de répétition où se perd un visage. Au stylo, une note tracée à la hâte. Nous sommes plusieurs, continue. Je comprends alors que je ne suis plus seulement une proie. J'ai un rôle. Ma vie se rétrécit autour d'un but obstiné. Plier la carte, gagner des nuits, repêcher des voix. Je deviens patient, presque méticuleux comme l'était la chose. Je garde le téléphone près de moi. Je le traite avec suspicion, avec respect aussi, comme on tient un couteau utile et dangereux.
Je sais que la fenêtre se refermera. Je sais que le réseau est vaste et qu'il apprend plus vite que moi. Mais j'ai une avance fragile, un mince décroché dans le tissu. Je le cultive. Ce soir, avant de me coucher, j'ouvre la galerie. Je crée un nouvel album. Je le nomme « Porte ». J'y dépose les photos qui comptent, celles qui montrent les angles, les gestes, les clés. J'ajoute une dernière image, moi, éveillé, le regard clair, le cercle entre pouce et index. Puis j'écris une phrase en légende. Si tu trouves cet album sur ton téléphone alors que tu ne l'as jamais créé, lis attentivement. Reste conscient. Calme ta peur. Redessine les pièces. N'imite pas la voix qui n'est pas la tienne. Nous sommes là, à portée de symboles. Nous ferons passer la lumière par les reflets jusqu'à ce que la boucle cède. Je verrouille l'écran. Mon appartement respire. La nuit peut venir. Ma main tremble encore, mais moins. Je sais désormais quoi faire quand l'horloge dira 3 heures. Et si un jour, je n'y arrive plus, si la chose me reprend, ce message restera. Mon téléphone contient la porte. Et de l'autre côté, quelqu'un t'attend.